Bonjour à tous. Merci de vous connecter pour ce webinaire sur la veille dans le cadre d'un projet innovant. On va peut-être commencer tranquillement avec un mot d'introduction sur le contexte de ce webinaire et pour permettre à tout le monde de se connecter tranquillement. Donc, pour faire rapide, donc ce webinaire est organisé dans le cadre de HDFID et du réseau REVE, qui est le réseau Valorisation Entreprise Recherche, qui a pour but de dynamiser la recherche et l'innovation dans les Hauts-de-France. On a également, on a à notre disposition un outil qui s'appelle Plugin Lab qui permet de référencer l'ensemble des compétences de recherche en région. Et on s'appuie également sur le réseau EEN pour mettre en relation les PME à l'échelle européenne. En amont, on va vous expliquer un petit peu. Donc, on a en bas à droite de l'écran, vous allez avoir un chat qui va vous permettre de poser des questions le long de cette présentation. On pourra répondre à la fin du webinaire, où il y aura un temps d'échange qui est prévu. Et voilà, la partie sondage ne sera pas utilisée. Voilà, donc à la suite de ce webinaire, il y en a d'autres qui sont prévus dans le cadre de cette thématique sur la construction et l'élaboration d'un projet innovant. Donc, dans un petit peu moins d'un mois, on a un webinaire qui est prévu sur la structuration d'un état de l'art dans le cadre d'une réponse à un AP qui a un peu des attentes différentes. Différentes sur d'un état de l'art académique. Ensuite, on va se renseigner sur la définition d'une application et bien établir votre marché. Et en conclusion, on pourra présenter un peu la façon de façonner un business plan pour convaincre vos potentiels investisseurs ou financeurs. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec une petite présentation de nos experts. Donc, Hélène, je te passe la parole. Merci Adélie, bonjour à tous. Moi je m'appelle Hélène Caille, je travaille chez HDFID depuis plus de 7 ans maintenant. J'ai d'abord coordonné pendant 6 ans un projet de coopération transfrontalière autour de la recherche, de l'innovation et du développement de la compétitivité pour les PME. Et je m'occupe désormais du site Plugin Labs qui, comme vous l'a expliqué Adélie, permet à tous d'accéder très rapidement aux expertises et équipements des laboratoires et des plateformes financées publiquement en Hauts-de-France. Je suis également en charge du management de l'innovation et particulièrement de la veille sur les entreprises innovantes ici pour HDFID. Et puis, j'anime des ateliers dans le cadre de EEN, Enterprise Europe Network. Et je passe la parole à Jean-Louis. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Louis Liévin. Je travaille pour GAC Group, un cabinet de conseil en innovation. J'ai eu l'occasion de rencontrer la veille dans différents contextes. D'abord en tant que thésard, il y a maintenant longtemps de ça. Ensuite en tant que chercheur, où j'avais besoin pour mes propres recherches de faire des activités de veille. Ensuite, en tant qu'industriel, où j'ai eu besoin également de travailler avec de la veille, et puis maintenant en tant que consultant. Et ça m'a amené à développer un outil qui s'appelle IDEX Lab, donc qui a été acquis par GAC Group il y a 2 ans. Et j'utiliserai cet outil pour illustrer de manière très concrète au cours de ce webinaire comment la veille peut fonctionner. Et ce sera l'occasion, j'espère, de pouvoir échanger sur ce sujet-là de manière très concrète. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Odile Solich, en charge de la veille et de l'intelligence économique pour le pôle de compétitivité e-trans. La veille, c'est déjà plusieurs dizaines d'années pour moi. Je vous laisse découvrir mon parcours professionnel. J'ai à la fois travaillé dans le domaine de l'électronique professionnelle, mais également dans le domaine de la santé, sur des sujets assez divers comme la création de rapports, la rédaction de documents spécifiques, mais aussi la toute dernière expérience était la mise en place
d'un système de veille collaborative à vocation stratégique. Je vous souhaite bien évidemment moi aussi la bienvenue et au sein de ces webinaires HDFID que je remercie tout particulièrement pour leur invitation à intervenir aujourd'hui. Donc très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une présentation rapide d'ITRANS, donc le pôle des compétitivités des mobilités décarbonées et connectées. Sa vocation, c'est d'animer un écosystème multifilière, comme vous pouvez le voir au travers des 4 pictos, donc la filière ferroviaire, mais aussi la filière automobile, aéronautique et industrie du futur, en tout cas l'industrie du futur en lien avec l'industrie de ces 3 filières que je viens de citer. L'objectif, c'est de faire émerger des projets d'innovation collaborative et nous avons donc une offre de services qui se présente là comme Adélie vient de nous passer la slide. Tout d'abord, donc animer un réseau, faire émerger des projets, éventuellement accompagner à l'international quand c'est nécessaire et bien entendu tout un dispositif de veille qui vient nourrir l'ensemble et qui est aussi, qui se traduit aussi par une plateforme de veille sur laquelle je serai peut-être amenée à revenir tout à l'heure un peu plus en détail. Pour le moment, donc je repasse la parole à Hélène pour la définition de la veille. Merci Odile. Alors, je voulais introduire avec un propos un peu historique et parler de Winston Churchill, qui définit 2 modes d'anticipation, celui de l'historien et celui du scientifique. Le premier se tourne vers le passé pour trouver des points de comparaison et le scientifique se projette dans l'avenir. Il prolonge les lignes du présent dans le futur. Et aujourd'hui, il va être question de prospective. Petit retour vers le passé néanmoins, en 1994, le rapport Henri Martre définit l'intelligence économique comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de délai et de coût. L'information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de l'entreprise ou de la collectivité pour élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par l'entreprise dans le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. Ces actions au sein de l'entreprise s'ordonnent autour d'un cycle ininterrompu, générateur d'une vision partagée des objectifs de l'entreprise. Alors cette définition, elle est assez longue et très globale. Odile, elle vous tenait à cœur cette définition pour introduire le webinaire. Quels sont les éléments qui vous semblent les plus intéressants dans ce rapport d'Henri Martre? Ce qui est important de mémoriser en fait par rapport à ça, c'est que Henri Martre a été vraiment le fondateur de la vision en France, en tout cas, de l'intelligence économique et en particulier de la veille. Et ce qui est vraiment important dans cette définition, c'est l'approche du cycle. Cette notion de cycle complet qui fait vivre ensemble des actions de recherche ou de collecte d'informations, de traitement, de distribution, avec cet objectif de l'exploiter à des fins, ici économiques au sein de l'entreprise, mais ça peut être tout à fait valable, évidemment, à des fins plus scientifiques que lors d'un montage d'un projet d'innovation. En quelque sorte, la veille trouve sa valeur ajoutée en dehors d'elle-même, au service de la stratégie de l'entreprise ou au service d'un projet spécifique. Voilà ce qui me paraît important de retenir ici. Oui, merci Odile, c'est très très éclairant. J'aime beaucoup la manière dont vous mettez en avant la valeur ajoutée de la veille, parce que c'est vraiment son utilisation qui en fait sa force après coup. Adélie, il y a une deuxième définition qui vient d'un autre rapport du sénateur Bernard Carayon, toujours au sujet de l'intelligence économique. Donc, dans ce rapport, il est dit que l'intelligence économique est une politique publique
d'identification des secteurs et des technologies stratégiques, d'organisation de la convergence des intérêts entre la sphère publique et la sphère privée. C'est une politique publique se définissant par un contenu et par le champ de son application. Le contenu vise la sécurité économique. Il doit définir les activités que l'on doit protéger et les moyens que l'on se donne à cet effet. Il détermine comment accompagner les entreprises sur les marchés mondiaux, comment peser sur les organisations internationales où s'élaborent aujourd'hui les règles juridiques et les normes professionnelles qui s'imposent aux États, aux entreprises et aux citoyens. Ici, Odile, on change vraiment de dimension. On passe de l'entreprise à quelque chose, de l'entreprise dans un écosystème vraiment, vraiment plus important qu'elle. Et oui, et c'est aussi très important. On était tout à l'heure dans une vision un peu microéconomique. Ici, on passe au niveau macroéconomique et ce rapport, il a beau dater de 2003, c'est-à-dire déjà de plus de 20 ans, il est toujours d'actualité, surtout dans ces contextes un peu troublés que nous vivons actuellement, où au-delà des aspects strictement économiques, technologiques, scientifiques, réglementaires, on a aussi des problématiques de géopolitique qui s'invitent dans la veille et qui sont importantes de tenir compte, et aussi des problèmes d'extraterritorialité dès qu'on s'intéresse à un déploiement d'entreprises, un déploiement d'innovation sur des marchés un petit peu plus importants, on est forcément amené à s'interroger sur cet aspect beaucoup plus macroéconomique. Merci Odile pour cet éclairage. En synthèse, ce que l'on peut dire, c'est que la veille est l'un des piliers de l'intelligence économique. Et c'est l'analyse de l'environnement dans lequel évolue l'entreprise qui permettra de nourrir la réflexion vraiment prospective pour éclairer les choix de maintenant pour qu'ils aient un impact à long terme. Cette activité s'effectue dans un but précis et peut intégrer plusieurs paramètres, que ce soit ceux du marché à proprement dit, celui des fournisseurs, celui des matières premières. Elle permet d'anticiper les transformations à venir et d'identifier de nouvelles opportunités. Comme le disait Odile, elle doit générer de la valeur ajoutée. Ce n'est pas la veille en elle-même qui la crée, mais bien son utilisation. Et elle s'inscrit dans la durée. Odile nous rappelait, avec la première définition du rapport Marthe, de la question de cycle. Et il y a aussi une question d'itération dans la veille. Alors, l'enjeu est encore plus stratégique lorsqu'il concerne les PME, parce qu'elles sont plus limitées dans leurs ressources. Et aussi parce que le dirigeant endosse plusieurs casquettes et donc les méthodes de prospective doivent être efficaces. Ici, je vous propose un extrait d'une étude du cabinet Myriagon Conseil. Cette étude a été réalisée au premier trimestre 2020 dans le but de voir comment les entreprises réalisaient leur veille scientifique. Donc, les principales sources utilisées par les répondants étaient les publications scientifiques, les articles métiers, les newsletters et la participation à des congrès. Et 40% des dirigeants et des responsables de R&D réalisaient une veille de manière hebdomadaire. C'est pour vous montrer qu'il y a à la fois la question de la durée et aussi la question de la récurrence dans la pratique de la veille. Et par rapport au camembert que vous voyez sous vos yeux, plus de 50% des entreprises interrogées réalisent leur veille dans une optique de prospective. Donc il y a bien anticiper les transformations à venir, identifier de nouvelles opportunités, révolutionner son secteur d'activité, mais également, et ça nous intéresse particulièrement au sein du rêvé, trouver des partenariats privés et des partenariats publics. Je pense que nous avons un petit problème avec... Oui, voilà. Pour le... Excusez-moi, je suis perturbée parce qu'on a perdu Jean-Louis. Donc, excusez-moi pour ce trouble.
Pour en revenir pour reprendre le fil avec Jean-Louis, bienvenue parmi nous de nouveau. Et avant de lui passer la parole, je voulais vous dire, voilà, là, l'étude dont je vous parlais de Myriagon, elle avait trait à la veille scientifique au sein des entreprises. Mais il n'y a pas qu'une veille scientifique ou technologique, il y a vraiment différents types de veille. Elle peut être aussi réglementaire, financière, pour trouver des subventions, pour répondre à des appels à projets, et bien entendu concurrentielle, marketing et environnementale. La veille fait partie intégrante des outils de management de l'innovation, comme la créativité, comme la gestion de projet, comme bien d'autres choses que vous pouvez découvrir par l'intermédiaire de nos ateliers Innovarium. Et selon les responsabilités et les rôles dans l'entreprise, les attentes peuvent différer. Les attentes du responsable R&D ne sont pas forcément les mêmes que celles du dirigeant ou du responsable RH quand ce ne sont pas les mêmes personnes. Il est donc vraiment primordial en amont de définir quel est votre besoin ou vos besoins pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire une veille réellement efficace. Et c'est maintenant que je passe la parole à Jean-Louis pour qu'il vous parle de la structuration de la veille scientifique. Merci Jean-Louis. Oui, merci Hélène. Oui, donc je veux dire quelques mots effectivement sur un type de veille, sachant que effectivement, comme ça a été dit, il y a beaucoup de types de veille différentes. Et je vais me focaliser plutôt sur la veille scientifique, en particulier parce que au sein de GAC Group, on a l'occasion de travailler sur plusieurs sujets qui appellent de la veille. On travaille par exemple sur le crédit impôt recherche, donc on aide les entreprises à candidater pour du crédit impôt recherche. Ça nécessite de justifier les investissements que l'on fait en recherche et développement et donc de montrer à l'administration qu'on travaille sur effectivement des sujets nouveaux. On travaille également sur aider les entreprises à trouver des aides et des subventions. Là aussi, en fait, ça nécessite de montrer qu'on est bien au courant de ce qui se fait sur les sujets technologiques ou scientifiques sur lesquels on travaille. On a l'occasion aussi de monter des projets européens, des projets collaboratifs européens. Là aussi, il faut être capable de trouver des partenaires pertinents pour pouvoir compléter un projet. Donc, sur tous ces sujets-là, en fait, on a besoin de veille technologique et de veille scientifique. C'est pour ça que je vais me concentrer là-dessus. Il y a beaucoup d'autres types de veille et j'aurai l'occasion peut-être d'en dire un mot un petit peu plus loin dans le webinaire lorsque je parlerai d'outils et je ferai un rapide panorama d'outils qui existent en fait sur ces sujets-là. Sur la slide suivante, je donne simplement une définition très simplifiée en fait de la veille par rapport aux définitions qui ont été données auparavant, qui étaient beaucoup plus riches. Simplement, dans un domaine scientifique ou technologique, la veille, ça va être d'identifier des connaissances antérieures pour éviter de réinventer. On sait tous, en fait, que dans les entreprises, il y a une faculté parfois à réinventer des choses que l'on sait déjà. La veille, ça va justement éviter de réinventer des choses qui sont déjà connues, mais simplement qu'on a ignorées parce qu'on n'a pas fait un travail suffisant d'investigation au préalable. Ça peut, par exemple, s'appliquer dans les domaines technologiques. Quand on veut déposer un brevet, on a besoin en fait de démontrer qu'il n'y a pas d'antériorité par rapport au brevet. Donc, typiquement, on va faire de la veille. Il va falloir montrer dans un brevet qu'il y a à la fois de l'inventivité, mais aussi ce qu'on appelle de la nouveauté. Et donc, typiquement, on a besoin de faire de la veille pour pouvoir déposer un brevet. Pour faire une thèse de doctorat, alors là, on est en fait beaucoup plus dans le domaine académique. On va plutôt en fait chercher à démontrer que le candidat à la thèse a un esprit critique, qu'il est capable, d'une part, en fait, d'aller chercher l'information, mais aussi de synthétiser cette information de manière critique. Et puis, dans le domaine industriel, lorsqu'on lance un nouveau projet de recherche-développement, lorsqu'on lance un nouveau produit, là aussi, on va avoir besoin d'aller chercher de l'information pour pouvoir non pas réinventer quelque chose qui a déjà été inventé, mais au contraire aller une étape plus loin. Alors, comment est-ce qu'on va procéder à tout ça? En fait, il y a des outils en fait qui permettent de faire ça. Alors, un mot de présentation de l'outil que je vais vous montrer ensuite, donc sur la slide suivante.
C'est un outil qui permet d'être connecté à énormément de documents technologiques, scientifiques. On estime à environ 300 millions de documents, mais ça évolue évidemment tous les jours. Ça permet aussi d'être connecté à des experts de chacun des domaines qu'on est amené à investiguer. Là aussi, c'est très difficile d'estimer le nombre, mais pour donner un ordre de grandeur, on estime qu'on est capable de connecter à environ 14 millions d'experts à travers le monde sur tout type de domaine technologique ou scientifique. Ça peut être aussi bien dans les sciences de la vie, dans les sciences de l'ingénieur, dans les sciences humaines et sociales également. Donc voilà, une expertise mondiale en fait sur tout type de sujet à laquelle on peut faire référence. Et puis aussi innovantes peuvent être des grandes entreprises, qui peuvent être des PME avec lesquelles on va pouvoir éventuellement travailler. Les cas d'usage qu'on va rencontrer, c'est résolution de problèmes, construction d'état de l'art, import de nouvelles technologies, trouver des fournisseurs, enfin, etc. On va retrouver en fait tout un tas de use cases, comme on dit, de cas d'usage. Mais je vais plutôt illustrer ça en fait sur un exemple tout de suite. Donc je vais partager mon écran et je vais vous montrer sur un exemple concret à quoi ça peut ressembler. Pour ça, je vais m'appuyer sur un vrai exemple en fait sur lequel on a eu l'occasion de travailler, sur un exemple en fait que tout le monde peut comprendre, mais avec derrière en fait pas mal de complexité technologique et scientifique. Il s'agit en fait de matériaux composites. Donc, on a travaillé avec un fabricant de matériaux composites qui sont très largement utilisés dans l'industrie pour tout un tas d'applications, aussi bien dans l'aéronautique que dans le marketing. Enfin, c'est des matériaux qui sont très utilisés. Et puis, ces matériaux, ils ont certaines limites. En particulier, ils ont une résistance au feu en fait qui est améliorable. Et on considère en fait qu'il faut améliorer la résistance au feu en fait de ces matériaux composites. Donc, on a travaillé en fait sur ce sujet-là, comment améliorer la résistance au feu de matériaux composites. Et donc, je vais partager mon écran et je vais d'abord commencer par vous montrer en fait un outil que beaucoup de gens utilisent, qui est Google Scholar. Je vais d'abord vérifier en fait que vous voyez mon écran. Si quelqu'un peut me confirmer que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Je vois que Adélie fait oui de la tête, donc c'est bon. J'ai besoin de travailler sur ce sujet, améliorer la résistance au feu de matériaux composites. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent une ressource qui est gratuite, qui s'appelle Google Scholar et qui va permettre en fait de trouver des publications scientifiques, des brevets qui vont parler de résistance au feu de matériaux composites. Et donc, je vais rentrer des mots-clés, comme vous voyez ici, fire resistant et composite par exemple, et puis Google Scholar va me renvoyer en fait énormément de résultats. Il va me dire qu'il y a environ 32 200 résultats, donc beaucoup de résultats en fait sur le sujet, et puis il va me donner des résultats en fait qui sont ordonnés avec des algorithmes qui sont propriétaires à Google et dont on ne connaît pas en fait exactement comment ils fonctionnent. Et ça c'est normal, ça fait partie en fait de la propriété intellectuelle de Google. On voit que, par exemple, la première référence, c'est une référence qui date de 1997. C'est probablement une référence qui a été énormément citée dans la littérature scientifique et c'est probablement la raison pour laquelle Google Scholar fait apparaître cette référence en premier. Et puis ensuite, c'est apparemment un chapitre d'un livre, en fait, qui date de 2013, et puis ensuite une publication beaucoup plus récente de 2023, etc. Donc là, vous avez comme ça tout un tas de publications scientifiques. La question qui se pose à la personne qui fait de la veille, en fait, sur le sujet, ça va être de dire par quoi je commence. Est-ce qu'il faut que je regarde les 32 000 références? Alors évidemment, on ne va pas regarder les 32 000 références. Comment est-ce que je fais, en fait, pour synthétiser cette information, pour trouver les bonnes informations, les bonnes références, et comment est-ce que je progresse? Donc, c'est déjà merveilleux d'avoir cette ressource disponible et gratuite. Simplement, la question qu'on s'est posée en fait quand on a commencé à travailler sur des outils de veille, et quand je dis on, c'est dans le cadre de la plateforme DexLab que l'on a développée, c'est comment est-ce qu'on peut aller un cran plus loin et faciliter le travail en fait des utilisateurs. Donc, je vais vous montrer maintenant en fait comment est-ce qu'on procède sur une autre plateforme de veille qui est donc la plateforme DexLab. On va rentrer en fait comme sur Google Scholar des mots-clés. Donc, on va rentrer en fait composite et fire resistant par exemple.
Et puis, on va pouvoir interroger différents types de ressources pour essayer d'aller plus loin sur le sujet. Donc, on va pouvoir interroger des bases de données scientifiques, comme le fait Google Scholar. On va pouvoir interroger des bases de données de brevets. On va aussi pouvoir interroger des bases de données de sociétés pour éventuellement trouver des sociétés qui travaillent ou qui se réfèrent à ce type de problématique. On va pouvoir aussi utiliser des actualités parce que, en fait, dans les actualités, dans les news, on peut aussi parfois trouver des informations intéressantes comme des communiqués de presse en fait, de sociétés qui, par exemple, inventent des nouvelles solutions sur le sujet. Ça peut être également des rapports d'analystes qui peuvent parler des matériaux composites et ça peut être un moyen de détecter des sources intéressantes également de connaissances. Et puis, on a récemment rajouté, en fait, il y a moins d'un an, on a rajouté une dernière source qu'on a appelée AI Chat, en fait, qui est aujourd'hui GPT, qui demain pourra être une autre source, en fait, d'IA générative, puisque c'est un sujet qui est très à la mode et à juste titre. Et donc, on essaye de commencer à voir comment est-ce que les IA génératives peuvent également nous aider à améliorer la veille et améliorer les états de l'art. Là aussi, j'aurai l'occasion de revenir en fait sur ce sujet un petit peu plus loin. Ensuite, quand vous interrogez en fait la source sur les matériaux composites et la résistance au feu, vous voyez en fait que les résultats qui apparaissent ici sont des résultats qui sont présentés différemment par rapport à Google Scholar. Et en particulier, une différence clé en fait dans la présentation des résultats que l'on a choisi de faire, c'est que on va présenter les résultats non pas une source, en fait, une liste de publications, comme je le montrais sur Google Scholar, mais on va montrer en fait une liste d'experts. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui vont nous permettre en fait de déterminer qui sont les entre guillemets meilleurs experts en fait qui parlent de matériaux composites et de résistance au feu. Alors, entendons-nous bien, on n'est pas en train de porter un jugement en fait sur les experts, on n'est pas en mesure de le faire. Simplement, on a des algorithmes qui vont permettre d'attribuer une note aux experts en utilisant une cuisine algorithmique que je n'ai pas le temps de détailler, mais qui va permettre, par exemple, de regarder est-ce qu'ils ont beaucoup publié sur le sujet, est-ce que les publications qu'ils ont faites, est-ce qu'elles sont dans des bonnes revues ou dans des moins bonnes revues, enfin des revues à fort impact ou des revues à moins fort impact. Est-ce qu'ils ont utilisé les mots-clés typiques du domaine ou est-ce qu'ils ont utilisé relativement peu de mots-clés, en fait, qui se rapportent au domaine. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de l'algorithmique, mais simplement, ça nous permet en fait d'attribuer des notes aux experts qui peuvent se trouver n'importe où dans le monde et puis ensuite de les faire apparaître par ordre décroissant de pertinence par rapport au sujet. Et si je clique sur le nom d'un des experts, ici, le premier expert, par exemple, qui travaille dans une université de Hong Kong, là, je vais voir apparaître en fait les publications qu'il a faites, ou en tout cas les métadonnées des publications qu'il a faites qui se réfèrent au sujet. Donc le titre en fait de publication, le résumé de la publication qu'il a faite, des publications qu'il a faites qui se rapportent au sujet des composites et de la résistance au feu des matériaux composites. Et ainsi de suite. Donc je peux le faire en fait sur tous les experts en fait qui apparaissent ici et je vais voir apparaître les publications scientifiques que ces experts ont fait sur le sujet. Le fait de classer en fait les publications scientifiques de cette manière-là, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que si jamais on veut rentrer en relation avec certains de ces experts, la plateforme va permettre de le faire. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter en fait, par exemple, ce premier expert dans une liste d'experts que je pourrais vouloir contacter au travers de la plateforme. Donc c'est non seulement une plateforme qui permet de faire de la veille et de l'état de l'art, mais c'est aussi une plateforme qui va permettre éventuellement de rentrer en relation avec des experts. Là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir rapidement. Le deuxième mérite en fait de cette approche, c'est qu'on va commencer en fait, on va trier l'état de l'art, si vous voulez, en commençant par les personnes les plus pertinentes, par les publications des personnes les plus pertinentes. Donc c'est un moyen algorithmique de faire apparaître en premier des publications, des travaux qui nous semblent être les plus pertinents parce qu'ils sont rattachés à des personnes qui sont les experts du domaine. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de critiquer en fait l'approche de Google Scholar. Les deux approches algorithmiques ont leur mérite et donc elles sont probablement complémentaires. Simplement, nous, l'approche que l'on a choisie, c'est une approche qui a pour but de faire apparaître des personnes parce qu'on pense qu'à un moment donné, il est souvent très pertinent en fait de se référer aux personnes et pas uniquement aux travaux.
Donc simplement, c'est un choix différent et qui va nous permettre en fait de trouver des publications qui ne vont pas apparaître dans le même ordre que celles de Google Scholar, mais encore une fois, c'est un choix avec des avantages et aussi probablement des inconvénients. C'est le cas en fait de toutes les approches algorithmiques. Ça, c'est un premier élément. Donc là, comme ça, on va trouver en fait de l'information et cette information, on va pouvoir, c'est aussi un des avantages d'une plateforme comme celle d'IDEXLab, on va pouvoir sauvegarder en fait ces informations dans un espace qu'on a appelé nous un espace bibliographique. Et donc je vais vous montrer en fait tout de suite comment fonctionne cet espace bibliographique. Comme on a la possibilité en fait de travailler les algorithmes et de travailler en fait les choses de manière un petit peu approfondie, on peut visualiser des données. Par exemple, en fait, je vous montre des exemples de visualisation qu'on peut faire. On peut montrer en fait l'évolution sur un sujet extrêmement précis, les matériaux composites et la résistance au feu, l'évolution au cours du temps en fait des publications dans ce domaine. Donc on voit qu'il y a des pics en fait qui sont apparus à certains moments particuliers. On peut faire apparaître aussi des mots-clés qui sont des mots-clés reliés au domaine, qu'on va, là aussi avec de l'algorithmique, qu'on va faire apparaître de manière automatique. Ces mots-clés, on les a couplés avec Wikipédia de manière à permettre à un utilisateur non expert du domaine en fait, de pouvoir s'orienter dans ces différents domaines. Et puis, lorsque l'on sauvegarde en fait, des données, on va aussi permettre à l'utilisateur de sauvegarder ces données de manière très structurée. Alors, comment, puisqu'on va se retrouver face à des milliers de publications, on voyait Google Scholar disait 32 000 publications, on se retrouve face à des milliers de publications, comment est-ce qu'on va faire pour ordonner en fait cette connaissance à laquelle on accède? Pour ça, on a développé une manière de représenter la connaissance que tout le monde comprend, parce qu'on a tous plus ou moins été confrontés à ce type d'outils. On va représenter la connaissance sous forme de mind map, donc sous forme de carte mentale, d'arborescence, en fait, qui va permettre de représenter la connaissance. Là, en réalité, sur les matériaux composites, on s'était intéressé à deux sujets. J'ai pris un des deux sujets qui était le sujet en fait, de la résistance au feu, mais il y avait un autre sujet qui nous intéressait, qui était le thème de la recyclabilité en fait, des matériaux composites. Et donc, au fur et à mesure que l'on trouve ici des publications qui nous intéressent, des experts qui nous intéressent, des publications qui nous intéressent, on va sauvegarder ces publications dans des boîtes, et ces boîtes, on va les ordonner sous forme arborescente, donc sous forme d'une arborescence comme celle que je vous montre ici. Alors, sans rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on a élaboré cette arborescence, je vais agrandir un petit peu, puis je vais vous montrer très rapidement. Dans cette arborescence, on voit apparaître donc en haut de l'arborescence des matériaux composites. Comme les matériaux composites qui nous intéressaient, c'est des matériaux en fait biocomposites, on est en fait dans des matériaux éco-responsables. Et puis on a regardé en fait plus précisément la résistance au feu de ces matériaux composites, et puis également l'aspect recyclabilité de ces matériaux composites. Sur l'aspect résistance au feu, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs approches possibles en fait, pour augmenter la résistance au feu des matériaux composites. Il y a une approche qui consiste, et ça c'est en explorant la littérature scientifique, hein, en regardant en fait les publications que je vous montrais à l'instant. Il y a une approche qui consiste à rajouter des additifs qui vont retarder en fait éventuellement l'inflammabilité en fait du matériau. Et au sein des additifs, il y a différents types d'additifs. Il y a alors on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a des hydroxydes d'aluminium, il y a des tanins, il y a des acides, il y a de la cellulose, etc. Il y a plein en fait de matériaux composites. Il y a également des revêtements de surface qu'on peut mettre sur les matériaux composites, donc ce qu'on appelle des fire retardant coatings, donc des coatings en fait, des revêtements qui vont permettre de retarder l'inflammabilité de ces matériaux. Il y a également des traitements de surface qu'on a vu apparaître. Et donc, si j'ouvre une de ces boîtes, par exemple ici, cette boîte-là, si j'ouvre cette boîte, donc je vais ouvrir la boîte, et à l'intérieur de la boîte, je vais retrouver les publications que le client avec lequel on a travaillé, qu'il a trouvé et qui lui semblait intéressante au sein en fait, des différentes publications qu'il a vues. Et ces publications, elles traitent donc de polyphosphate d'ammonium. Et le polyphosphate d'ammonium, donc c'est un additif qui est utilisé comme additif pour
dans les matériaux composites pour retarder l'inflammabilité. Donc, ce que vous voyez en fait dans une représentation arborescente comme celle-ci, c'est qu'on va pouvoir, et je ne rentre pas de comment est-ce qu'on l'a bâti, ça fera l'objet en fait éventuellement d'un détail lors d'un autre webinaire, mais ça va permettre d'une part en fait de représenter la connaissance d'une manière extrêmement synthétique, qui va permettre à la fois de représenter en fait un ensemble de connaissances qui a été accumulé au cours du projet, de l'expliquer de manière synthétique, mais en même temps de pouvoir rentrer dans un détail extrêmement fin de la connaissance préalable qui a été identifiée. Donc, on va pouvoir aller regarder très finement certains types d'additifs. Et quand on travaille avec un de nos clients, par exemple, sur un sujet comme celui-ci, on va regarder avec eux les différentes pistes qui ont été explorées. Et puis, on va dire, cette piste-là est intéressante, cette piste-là, elle est déjà connue, ça ne nous intéresse pas. Cette piste-là est nouvelle, ça nous intéresserait en fait éventuellement de contacter des experts dans ce domaine-là. Donc, on va pouvoir avancer très vite et de manière très structurée en fait autour de cette connaissance. C'est une connaissance aussi au travers de ces arborescences qu'on va pouvoir partager très facilement, parce qu'on va pouvoir l'expliquer, la communiquer en fait très facilement. Encore une fois, soit en étant à un niveau de détail très élaboré, ou au contraire en restant à un niveau très synthétique en disant sur ce projet-là, on a regardé à la fois la résistance au feu et comment est-ce qu'on peut aussi améliorer le recyclage en fait du matériau. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais c'était juste pour montrer en fait que autour de la veille, de manière générale, technologique et scientifique, il y a un vrai problème de représentation de connaissances, et attaquer ce problème-là de représentation de connaissances, c'est un moyen en fait d'avancer beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace sur comment est-ce qu'on fait pour avancer en fait sur un projet. Il y a un deuxième volet que je voudrais aborder très rapidement, parce que comme le disait Hélène dans son introduction, et notamment la définition en fait d'Henri Martre, il y a une dimension en fait, il y a une dimension scientifique et technologique, mais il y a aussi une dimension historique en fait dans la notion de veille. Et il y a un problème en fait quand on fait même de la veille technologique et scientifique, c'est que malgré tout, quand on regarde des publications, quand on regarde des brevets, on regarde quand même dans le rétroviseur. Parce que même si on est prospectif, même si on essaye d'être prospectif, les publications qu'on regarde, les brevets qu'on regarde, ils ont en réalité été soumis il y a 12 mois dans les meilleurs des cas, voire 18 mois auparavant. Parce qu'ensuite, il y a des processus de validation, il y a des revues à comité de lecture dans lesquelles on va valider la publication. Donc en réalité, la publication, elle va parler de choses qui ont été faites il y a 12 mois et qui ont été publiées aujourd'hui. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Puis dans le pire des cas, vous avez des publications de 93, 2002, etc., qui peut-être ont une dimension prospective, mais il va falloir la détecter à l'intérieur de ces publications, et ce n'est pas forcément évident. Et là, vous avez la raison pour laquelle, en fait, nous, on met en avant les experts, en fait, quand on travaille en fait, sur un projet. C'est-à-dire que la plateforme va aussi permettre éventuellement de contacter ces experts. Et donc, lorsque je mets en fait sur mon projet ici un expert de Hong Kong ou un expert aux États-Unis ou n'importe où dans le monde, je vais pouvoir utiliser la plateforme pour éventuellement contacter ces experts. Donc, sur un sujet comme celui que je vous ai montré à l'instant, on va dans un premier temps explorer la connaissance. Donc, ce que je vous ai montré, on va avoir une arborescence, on va avoir compris en fait le sujet, on va avoir compris quels sont les additifs qui existent, quels sont les traitements de surface qui existent. Mais dans un deuxième temps, je vais peut-être formuler une question en disant plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est un certain type d'additif, parce que je voudrais travailler sur ces additifs-là. Il me semble intéressant parce que c'est des additifs qui sont naturels, qui sont recyclables, qui ont les propriétés qui vont bien. Donc, je vais vouloir formuler une question. Donc, la plateforme va aider à formuler une question. Donc là, vous voyez en fait un exemple de question sur ce sujet-là qui a été rédigé sur la plateforme. Ensuite, je vais contacter des experts que j'aurais détectés au préalable qui travaillent en fait sur ces additifs et qui vont pouvoir éventuellement m'apporter un éclairage. Et c'est là, quand je vais contacter les experts, que je vais vraiment avoir une vision prospective. Parce que les experts, ils vont être capables non seulement de me parler des travaux qu'ils ont publiés il y a 12 mois ou il y a 18 mois, mais ils vont être aussi capables de me parler de choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et qui, là, auront une vraie dimension prospective.
Ils vont être capables aussi peut-être de me parler de choses qu'ils ont faites et qui n'ont pas marché. Et par définition, ils ne les ont pas publiées parce qu'on ne publie pas les trucs qui ne marchent pas. Mais c'est pourtant une connaissance qui est absolument fondamentale et qui permet de gagner parfois énormément de temps. Donc, le fait de pouvoir contacter en fait des experts du domaine, c'est un petit peu comme d'aller à une conférence dans laquelle on va pouvoir échanger avec des gens et on va pouvoir apprendre énormément d'informations en un laps de temps très court. Et donc, nous, on a voulu en fait concevoir cette plateforme pour aller beaucoup plus loin et pour pouvoir permettre donc d'aller vers les personnes, les sachants des domaines, et pouvoir ensuite interagir avec eux et travailler avec eux si pour, par exemple, monter un projet collaboratif ou aller plus loin, ou simplement s'arrêter une simple conversation qui va durer une demi-heure, une heure, mais qui va permettre malgré tout d'aller plus loin, d'apprendre à l'expert un certain nombre de choses sur mes besoins industriels, et l'expert va m'apprendre des choses sur le domaine scientifique sur lequel il travaille. Voilà, et puis la plateforme ensuite, ça va permettre de faire un rapport qui va consigner toutes ces informations et permettre d'avoir une traçabilité en fait de toutes ces informations sur une plateforme qui permettra ensuite de travailler et d'aller plus loin en fait sur le sujet. Je m'arrête là en fait sur l'aspect démonstration. C'était juste pour vous montrer en fait comment ça peut fonctionner en pratique avec des outils qui sont des outils, on va dire, à l'état de l'art aujourd'hui, puisqu'on parle de veille et d'état de l'art. Encore une fois, des outils, il y en a d'autres. Là, j'ai souhaité vous montrer un outil que je connais bien puisque j'ai contribué à le développer. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul outil qui existe et je vous ai montré Google Scholar et puis je parlerai également un petit peu plus tard d'autres outils vers la fin du webinaire. Je te repasse la parole, Adélie. Adélie, remets ton micro s'il te plaît. Oui, donc je disais, on va pouvoir passer aux bonnes pratiques et aux conseils d'Odile qui va nous parler un peu des petits tips pour voilà, que la veille soit efficace. Merci Adélie. Merci surtout Jean-Louis pour cette présentation vraiment très très fouillée, très complète. Je vais reprendre un peu de recul, moi, par rapport à ce que je vais vous présenter. C'est vraiment les bonnes pratiques à garder en tête, qui vont rester un petit peu plus générales, mais qui sont importantes dans tout au long du processus de veille. La première que j'ai retenue, c'est bien évidemment celle de clarifier les enjeux et de bien définir le cadre de veille. Pourquoi décidons-nous de mettre en place une veille et c'est ça qui va tirer bien évidemment tout le reste, qui va faire par exemple le choix d'aller travailler avec Jean-Louis ou de travailler avec d'autres outils. Voilà. Le deuxième point, c'est garder en tête aussi qu'il faut diversifier ce que j'appelle les lieux de recueil d'informations. Là aussi, Jean-Louis, tu l'as déjà dit, hein, tu as cherché à agréger des outils différents, tu as comparé Google Scholar avec d'autres éléments. Il est toujours important en veille de diversifier les modes de recueil et les lieux de recueil. Quand je dis lieux, c'est pas forcément des lieux physiques, ça peut l'être bien sûr, le salon professionnel, le congrès scientifique, la rencontre même tout simplement, mais c'est aussi des lieux virtuels, donc le web, des banques de données spécialisées à interroger régulièrement ou bien des plateformes quand elles existent et qu'elles agrègent des outils intéressants pour ce que l'on a à faire. Troisième point, c'est analyser. Alors, je me suis permis un point d'exclamation parce que cette pratique-là, elle est souvent sacrifiée. On se focalise beaucoup sur le recueil de l'information, la collecte, le suivi de newsletters ou d'alertes diverses et variées, et on ne prend pas souvent le recul nécessaire que permet l'analyse. C'est pourtant l'objectif fondamental de la mise en place de veille, d'activités de veille, c'est bien arriver à un moment donné à une information digérée qui va nous servir, qui va nous permettre de prendre des décisions. Et c'est souvent là d'ailleurs sur ce travail-là d'analyse qu'on va aller chercher des experts. Comme le disait si bien d'ailleurs Jean-Louis dans le cadre de sa plateforme. Dernier point, tout aussi essentiel, pensez à partager les résultats. Le partage et la diffusion des informations, c'est essentiel
pour enrichir la veille. Et c'est parfois, alors l'outil le plus couramment utilisé, c'est l'alerte. La newsletter, ça reste le livrable le plus souvent utilisé dans les outils et dans les plateformes de veille, mais c'est pas le seul. Le tableau de bord est évidemment un indicateur très intéressant, enfin une agrégation d'indicateurs intéressants. Je pense que tu as des éléments comme ça aussi, Jean-Louis, dans ta plateforme. J'en ai également dans la mienne. C'est important à un moment donné de bien construire la réponse aux objectifs de veille et aux résultats qu'on attend. Voilà, qu'on en attend. Dernier point, toujours rétroagir, c'est-à-dire vérifier, aller chercher du feedback, vérifier qu'on est pertinent et bien entendu enclencher ce fameux processus itératif de veille. C'est essentiel pour le faire vivre, l'enrichir et éviter qu'il ne dérive tout simplement. Si tu veux bien passer, Adélie, à la slide suivante. Il y a aussi au-delà de ces bonnes pratiques qui paraissent évidentes, mais qu'il faut bien garder en tête quand on se met en marche de veille et quand on est en train de veiller tout le temps, parce que c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc, au-delà de ces bonnes pratiques, il y a aussi des points de vigilance. Tout d'abord, ne pas tomber dans l'illusion d'une veille omnisciente ou qui joue les devins. Tout simplement parce que bon, on a tellement l'habitude de se dire on sait tout, il suffit d'aller regarder sur un moteur de recherche, tout est sur le web, pas forcément, non. En tout cas, pas tout ce que l'on cherche, tout ce qui va nous permettre de construire notre projet, de le nourrir et de faire en sorte qu'il atteigne ses objectifs. Cette illusion aussi de la veille qui devine tout, non, la veille ne devine rien. Elle permet de réduire les incertitudes, de répondre à un certain nombre de questions. Elle permet comment dirais-je, d'éclairer les décisions, mais certainement pas de rien prédire. C'est pour ça qu'il est important de garder l'esprit critique et de ne pas négliger la dimension humaine du travail de veille et de le faire de façon collective et collaborative. Enfin, j'ai bien souvent des personnes qui me demandent mais comment tu fais ta veille, c'est quoi ton outil? Oui, c'est important l'outil, mais il n'est rien l'outil s'il n'y a pas derrière une démarche structurée et une méthode de travail. Cela étant, et je pourrais bientôt passer la main pour la slide suivante, les outils, et en particulier les outils de travail sur le web et les plateformes agrégatives, sont devenus absolument indispensables pour réaliser une veille. Ce n'est plus possible de travailler de façon, je dirais, manuelle en matière de veille. Tous ces outils web, bases de données, plateformes sont devenus absolument indispensables pour construire une veille pertinente, efficace et qui rende bien compte de la complexité d'un sujet. Merci Odile pour cette transition parfaite vers la slide de Jean-Louis. Oui, j'ai voulu montrer un certain nombre d'outils, mais il y en a beaucoup, et donc ça prétend pas du tout être exhaustif, mais simplement illustratif en fait, pour insister sur quelques éléments. Et d'abord, je commence par rebondir sur ce que dit Odile, et je suis 100% d'accord avec ce qu'elle dit. C'est d'abord des outils qui sont au service d'une démarche, et il faut bien commencer en fait par la démarche avant de mettre un outil au service de cette démarche. Alors, pour simplifier un tout petit peu le panorama, mais qui est en fait beaucoup plus complexe que sur cette slide, j'ai mis 4 grandes catégories. D'une part, en fait, le type de veille, donc veille plutôt à dominante économique, concurrentielle, qui va pouvoir analyser à la fois des tendances, des usages, des aspects socio-économiques, et puis d'autre part de la veille plus technologique, scientifique. Donc ça, c'est une première distinction. Une deuxième distinction, c'est il y a des outils gratuits, indéniablement, et il y a aussi, et qui sont très puissants, et il y a des outils qui sont payants. Les outils payants, en général, il faut entendre par payant le fait qu'il y a une assistance derrière aussi, c'est-à-dire que l'outil gratuit, vous vous débrouillez, et voilà, et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez trouver beaucoup d'informations.
L'avantage des outils payants, c'est que derrière, il y a une assistance et que si vous n'avez pas le temps en fait, de vous débrouiller, il y a des gens qui sont là en fait, pour ça et pour vous aider. Quelques commentaires sur certains des outils en fait, que je cite ici. Évidemment, dans les outils gratuits, vous retrouvez Google. Dans la veille économique, Google News, en fait, qui est tout à fait intéressant. Dans la veille technologique et scientifique, Google Scholar, que j'ai montré, qui est également tout à fait intéressant. Ne pas négliger, en fait, dans la veille économique et concurrentielle, LinkedIn, en fait, qui est vraiment une source d'information tout à fait intéressante. Et puis au passage, parfois on peut aussi se mettre en relation avec des gens, donc il peut y avoir aussi une dimension humaine au travers de LinkedIn. Même si aujourd'hui c'est un outil qui est un peu victime de son succès, donc il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de choses en fait qui dénaturent un petit peu l'esprit de l'outil à l'origine, mais ça reste un outil en fait extrêmement utile, y compris pour faire de la veille. Crunchbase, qui est une base de données en fait crowdsourcée au départ d'entreprises, qui peut être intéressant pour trouver des startups, qui peut être intéressant pour trouver même des entreprises de taille plus importante, avec une fiabilité qui est discutable parce que il y a beaucoup de données donc qui sont crowdsourcées, donc ils se débattent avec la fiabilisation des données. Et puis il y a une version payante également de Crunchbase, mais déjà la version gratuite peut donner accès à des informations qui sont tout à fait utiles. Dans le domaine scientifique, donc j'ai montré Google Scholar, Archive, enfin il y a plein également de ressources qui sont tout à fait intéressantes. Après, qui ne permettront pas d'aller aussi loin en fait que des outils payants, notamment en termes de structuration de l'information, en termes de stockage de l'information, en termes de partage de l'information. C'est là où ces outils vont montrer un certain nombre de limites, mais ça permet malgré tout d'accéder à de la connaissance. D'autant plus qu'il y a un mouvement que je voudrais juste citer en passant, qui est le mouvement de l'open access, qui est un mouvement qui fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'universités en fait qui demandent et qui revendiquent le fait que la connaissance qui est développée par les scientifiques soit mise en libre accès, puisque en fait cette connaissance elle est payée avant tout par les impôts en fait des gens qui financent indirectement les universités, et donc on ne voit pas pourquoi il faudrait payer pour avoir des publications scientifiques qui ont été payées par nos impôts. Donc ce mouvement de l'open access se développe, il y a de plus en plus de ressources en fait qui mettent à disposition cette connaissance. Après, ce que font les outils qu'on trouve à droite, c'est qu'en général, ils ajoutent une couche d'intelligence, entre guillemets, pour faciliter l'appropriation de cette connaissance et faire en sorte que de la connaissance parfois très pointue devienne plus accessible pour des gens qui n'ont pas le temps en fait de se plonger dans le micro-détail de toutes les publications scientifiques. Sur la partie droite, donc je cite un certain nombre d'outils dans le domaine économique, Géotrend, Digimind, Coexcel, une entreprise française. Enfin voilà, il y a là aussi des outils qui vont aider à agréger des flux d'informations différents, à mieux les présenter, à mieux les digérer que si vous utilisez simplement un fil d'actualité de Google News qui va être un petit peu plus complexe à interpréter. Et puis dans le domaine scientifique et technologique, donc évidemment IDEXLab que j'ai montré, mais Orbit qui va être plus spécialisé dans le domaine des brevets par exemple, mais qui est une société française aussi, liée à Questel, qui est une société tout à fait intéressante. Des éditeurs scientifiques comme Scopus, donc qui est l'outil du premier éditeur scientifique mondial qui est Elsevier, qui est battu en brèche par le mouvement de l'open access, mais cela dit, ils ont un outil payant qui est extrêmement riche en termes de publication. Et puis des gens qui agrègent aussi des données comme Web of Science, qui vont également faire un travail de digestion de l'information et de restitution de l'information. Peut-être un mot sur iTrans, si tu veux, Odile, puisque c'est un outil que j'ai mis un petit peu entre le domaine économique et concurrentiel et scientifique et technologique. Oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. iTrans, en tout cas, iTrans Veille, la plateforme de veille donc du pôle, se situe effectivement un peu entre les deux.
puisque nous travaillons à l'émergence de projets d'innovation collaboratifs. Nous intégrons à la fois des données technologiques, des données aussi économiques, voire concurrentielles en raisonnant écosystème. Donc, merci beaucoup de nous avoir placés à cet endroit-là. Comme tu le disais, les outils sont très divers. J'ai moi-même en amont, de la plateforme de veille, un outil du même type que ceux que tu as pu citer, qui est XO. XO m'aide beaucoup pour aller traquer un certain nombre de sources. J'en ai plusieurs centaines et donc ça me facilite grandement le travail en amont avant de pouvoir proposer de sélectionner les données au sein de la plateforme e-Transveille. Voilà pour moi. XO serait donc plutôt en haut à droite, en fait. Il serait dans la même famille Digimind, GeoTrain, Coexcel, et voilà, de l'ensemble de ces acteurs-là. Voilà, tout à fait. Voilà, et donc sur la partie outils, on ne peut pas conclure sans dire un mot des IA génératives, sujet donc qui a passé très très à la mode depuis un petit peu plus d'un an maintenant. ChatGPT pour ne pas le citer, mais aussi Bard, Gemini de Google qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, etc. Et évidemment, la question en fait que se pose tout éditeur d'outils, c'est que vont permettre les IA génératives, qu'est-ce qu'elles permettent déjà aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vont permettre demain. Alors, Odile disait précédemment en fait que la veille c'est pas un outil divinatoire en fait, et on est bien d'accord là-dessus. Par contre, les IA génératives sont des outils divinatoires, hein, puisque en fait leur rôle en fait c'est justement en fait de générer des mots à partir de tout un corpus. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de comment fonctionnent les IA génératives, mais donc il y a aujourd'hui maintenant, enfin depuis quelques mois, un phénomène qui est bien connu en fait des IA génératives, qui est un phénomène qu'on appelle d'hallucination. C'est-à-dire qu'une IA générative, elle est capable de générer du texte qui est parfaitement crédible, qui semble du texte absolument vrai, mais qui en réalité n'est pas vrai, qui a été généré en fait comme un texte crédible, mais qui en réalité n'est pas sourcé et ne fait référence à aucune source fiable. Alors, comment ça peut se traduire en fait dans le domaine de la veille? Et vous pouvez faire l'expérience si vous voulez. Vous demandez à une IA générative de vous citer des publications sur, par exemple, les matériaux composites et leur résistance au feu. Et l'IA générative va vous citer des références scientifiques qui en réalité n'existent pas. Mais simplement, elles sont parfaitement crédibles. Vous allez avoir un titre d'une publication, vous allez même pouvoir lui demander le résumé de la publication, il va vous résumer la publication. Vous pouvez lui demander en fait qui sont les auteurs de la publication, il va vous citer les auteurs de la publication, et rien de tout ça n'existe. Simplement, en fait, il a généré du texte qui est parfaitement crédible. Et donc, ce sont des outils qui sont aujourd'hui tout à fait impressionnants en fait par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire que les IA génératives sont pas intéressantes, elles sont absolument passionnantes et elles vont permettre de faire des choses fabuleuses dans les années qui viennent. Et elles permettent déjà de faire des choses assez fabuleuses. Mais ça veut dire que pour faire de la veille aujourd'hui, il faut se méfier de ces outils-là. C'est des outils qui vont permettre, par exemple, de résumer de l'information fiable. Et donc, nous, aujourd'hui, maintenant, dans la plateforme IDEXLab, on a mis en place en fait, cette capacité en fait, et cette fonctionnalité de résumé d'informations. Mais on va résumer de l'information qui est de l'information vérifiée, de l'information fiable. Et ensuite, l'IA générative va nous permettre simplement d'accélérer l'absorption de connaissances et le résumé de l'information. Donc, elles ont des usages, elles sont tout à fait intéressantes et elles vont probablement évoluer dans les années qui viennent et même très rapidement pour pouvoir devenir de plus en plus fiables. Mais aujourd'hui, méfiez-vous, si vous faites de la veille, les IA génératives ne sont pas aujourd'hui la panacée, même si demain, elles vont avoir un impact extrêmement fort sur tous les outils qui sont cités ici. Voilà, je voulais simplement avoir ce petit commentaire sur les IA génératives et c'est un sujet qui me passionne à l'heure actuelle. Merci beaucoup Jean-Louis et puis merci à tous parce que c'est très intéressant ces définitions sur de la veille et tous ces conseils. Vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat ou dans l'espace questions. Sinon là, je vous propose donc les contacts de nos experts avec leur adresse mail, mais aussi un QR code qui renvoie vers leur profil LinkedIn.
Donc, n'hésitez pas si par la suite vous avez des questions. Nous, on va vous proposer donc le replay de cet événement sera disponible et également la présentation pourra vous être transmise par la suite. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, tout était très clair. Bah, félicitations à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir, Merci. bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.